Je suis actuellement chercheur postdoctoral et coordinateur scientifique du département Integer à l'Institut Convergence Migration. J'ai soutenu une thèse en 2022 qui était une thèse de géographie dans laquelle j'ai travaillé sur les personnes qui demandent l'asile en France au motif de persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. L'objectif du travail dans cette thèse a été un peu d'interroger l'idée que les migrations sud-nord pour ces personnes-là serait en soi un phénomène libérateur. C'est une dynamique qui s'inscrit dans des logiques où on a tendance un peu à hiérarchiser le monde en opposant les Nord et les pays des Sud. Et l'idée que dès qu'on passe de l'un à l'autre, pour les personnes LGBT+, ce serait forcément la liberté totale. Or, ces personnes rencontrent beaucoup de difficultés en France. D'une part, déjà pour réussir à arriver jusqu'en Europe. D'autre part, pour réussir à obtenir l'asile sur ce motif particulier, qui est un nouveau motif qui est assez récent. Et également parce qu'elles font face à plusieurs types de marginalisation dans le pays d'arrivée, notamment des marginalisations intersectionnelles. Donc pour moi, le concept intersectionnel ici il est central pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que déjà, en fait, d'un point de vue plutôt épistémologique sur cet objet spécifique des migrations LGBT+, c'est un objet assez récent qui a un peu souffert en fait d'une sorte de double point aveugle, puisque d'un côté, les études migratoires avaient tendance à partir du principe que toutes les personnes migrantes sont hétérosexuelles ou cisgenres, et donc ne pas aborder du tout les questions de minorité sexuelle et de minorité de genre. Et de l'autre, les études de genre ou les études LGBT+, peuvent avoir tendance en fait à ne pas vraiment prendre dans leur cadre d'analyse les situations particulières des personnes migrantes ou des personnes qui ne seraient pas de la citoyenneté du pays dans lequel elles se trouvent. Et donc en fait, ce groupe des migrants LGBT+, il a très longtemps été mis à l'écart des études parce qu'il était un peu dans une sorte de croisement de points aveugles qui le rendait un peu insaisissable et qui l'a beaucoup invisibilisé. Et ensuite, le deuxième intérêt, c'est que ces personnes-là font face à des marginalisations particulières puisqu'elles sont à la fois, en tant que personnes LGBT+, elles peuvent rencontrer des difficultés, en tant que personnes étrangères et racisées, mais aussi, ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est en tant que demandeurs d'asile. Et un des enjeux de mon travail, c'était de montrer en quoi la position migratoire, enfin le statut migratoire, devient en soi une position sociale particulière qu'il faut intégrer dans les approches intersectionnelles. Et ensuite, le troisième enjeu, à mon avis, c'est qu'il y a une forte dimension heuristique de travailler sur ces groupes qui, certes, sont une minorité, mais qui, en fait, permettent de repenser plein d'éléments structurels sur comment on pense les migrations, comment on pense l'espace urbain, puisque depuis leur point de vue, on peut emmener, en fait, à réfléchir autrement. Par exemple, pour prendre des cas spécifiques sur la question des trajectoires migratoires. Déjà, se focaliser sur les personnes LGBT+, ça permet d'intégrer dans les réflexions sur le processus migratoire les questions d'intimité, par exemple, et ne pas penser uniquement à la migration sur des plans économiques, ce qui est souvent le cas. En termes de trajectoire migratoire, ça met en place des configurations assez particulières où, par exemple, les personnes vont avoir tendance à éviter des pays ou des villes où elles connaissent déjà des personnes. Ce qui est assez contre-intuitif avec l'idée qu'on a souvent que les personnes migrantes vont dans des endroits où elles connaissent des personnes qui viennent du même pays ou rejoindre de la famille. En fait, pour les personnes LGBT+, beaucoup de personnes m'ont dit éviter d'aller dans des pays où elles connaissent des gens par crainte de répercussions de l'homophobie, de la transphobie, de la part de la famille qui pourrait être présente dans les pays d'arrivée. Un autre exemple, ça peut aussi permettre de réappréhender la façon dont on aborde les grandes villes, donc plutôt les sciences géographie du genre et de la sexualité. On a l'idée que les minorités sexuelles, les minorités de genre, trouveraient dans les grandes villes une sorte d'endroit, d'habitat plus propice à vivre en tant que minorité sexuelle, minorité de genre, pour l'anonymat, d'une part, supposé, et d'autre part parce qu'il y aurait des plus grandes possibilités d'accès à des associations, des rencontres, des sociabilités communautaires. Et en fait, si on prend le cas des demandeurs d'asile LGBT+, ça permet de remettre ça en question pour plusieurs raisons. C'est que l'anonymat, en fait, n'est pas forcément une réalité. Quand on habite dans un quartier ou dans un appartement avec des personnes du même pays d'origine, où on peut croiser des gens qui viennent du même endroit que soi-même, en fait, les circulations transnationales d'informations font que l'anonymat n'est pas forcément présent pour ces groupes-là. Et d'autre part, en fait, les communautés, la sociabilité communautaire LGBT+, qui parfois est très espérée des personnes qui quittent leur pays en pensant qu'en France on pourra avoir accès à ça, n'est pas forcément accessible, que ce soit pour des questions financières, ça a un coût de fréquenter ces espaces, auxquels tout le monde ne peut pas accéder, pour des questions de racisme potentiellement également dans ces espaces-là, où les personnes racisées ou étrangères ne sont pas forcément bien accueillis, ou au contraire font l'objet un peu de fétichisation, ce qui fait que ces espaces ne sont pas forcément accessibles non plus.
Et donc en fait, ça remet en question l'idée que la grande ville serait forcément une sorte de refuge évident pour les minorités sexuelles, les minorités de genre, quand on prend le cas spécifique des réfugiés. Dans mon travail, donc j'ai effectivement aussi en parallèle beaucoup travaillé sur la question des catégories, des catégorisations, à la fois dans ma thèse, puisque ça posait beaucoup de questions sur comment des institutions catégorisent des individus. Qu'est-ce que, dans ce cadre-là de la procédure d'asile en particulier, c'est qu'est-ce qui nous semble crédible, qu'est-ce qui ne nous semble pas crédible, et donc qu'est-ce que ça nous dit des représentations qu'ont les institutions de l'asile sur les minorités sexuelles et de genre dans le monde. J'ai aussi travaillé sur comment, du coup, les personnes, qu'est-ce que ça fait d'être associé à cette catégorie, la catégorie de demandeur d'asile au quotidien, comment elle est éprouvée, mais comment elle est négociée aussi, comment elle peut être réappropriée stratégiquement ou pas, et comment, de façon plus générale, les personnes gèrent le stigmate, donc la catégorisation homosexuelle, trans, qui est stigmatisée, et comment on réagit à ça. Et ça, ces aspects spécifiques de ma thèse m'ont amené à travailler de façon beaucoup plus large à la question des catégories, et des catégorisations. Notamment, j'ai eu la chance de coordonner un ouvrage avec Marine Duc, Estelle Fisson et Marlène Bouvet, qui s'appelle Catégoriser, lexique de la construction sociale des différences, qui est un ouvrage transversal à la fois en termes de thématique, mais aussi en termes de discipline, qui interroge les catégories, comment sont catégorisés les groupes dans le monde social, qu'est-ce que ça a comme conséquence, comment il y a des rapports de pouvoir qui se jouent dans ces catégories, et qui est un ouvrage qui brasse des thématiques très larges, donc que sur les questions de genre, de migration, mais également de classe sociale, de frontières, de corps, de nation, pauvreté. En fait, l'idée, c'est que l'ouvrage est construit selon plein de notices thématiques qui permettent, selon des thèmes ou des concepts, de déconstruire cette question des catégories et qu'est-ce qu'elles produisent et comment elles sont un vecteur de rapport de pouvoir. À l'ICM, je suis coordinateur scientifique du département Integer. Donc Integer, c'est le département qui travaille sur les questions d'intégration, de discrimination. Donc par exemple, les processus d'intégration scolaire ou les trajectoires professionnelles ou les questions de mobilité sociale des personnes migrantes ou des descendants d'immigrés. Il y a également des thématiques plus émergentes qui ont été travaillées dans l'Integer, donc notamment les questions d'intimité, de famille, de liens entre famille et migration, également les questions des rapports de pouvoir entre les personnes exilées et les personnes qui peuvent les aider dans des associations. Integer a également beaucoup travaillé sur les questions de racisme et de racialisation, notamment en lien avec Solène Brun, qui a occupé ce poste avant moi, qui a beaucoup porté ces thématiques. Et du coup, à mon arrivée, l'idée c'était de continuer de travailler sur ces questions-là en ajoutant ce prisme intersectionnel pour faire travailler les questions de genre, sexualité, race, migration. Donc sur le plan scientifique, à Integer, j'ai essayé de contribuer à développer ce champ-là. Et en parallèle, donc, ce postdoctorat à l'ICM m'a apporté beaucoup que ce soit par exemple en termes notamment de visibilité, tout d'abord sur mes thématiques et de visibilité dans le monde académique, mais pour porter un peu les questions de migration LGBT+, mais aussi au-delà du monde académique. Donc j'ai eu beaucoup de collaborations avec des acteurs associatifs, mais également avec des acteurs institutionnels pour porter ces questions-là. Ça fait suite déjà dans ma thèse où j'ai travaillé avec une association, donc j'étais bénévole au sein de l'ARDIS, qui est une association spécialisée sur les questions d'asile LGBT+. C'est comme ça que j'ai pu créer mon terrain ethnographique depuis la perspective de l'association. Et depuis que je suis à l'ICM, j'ai pu porter ces thématiques-là en organisant par exemple une journée d'études sur exil LGBT+, avec des associations, avec des académiques, mais également avec des institutionnels, donc par exemple la DILCRA ou l'adjointe à la défenseur des droits. J'ai eu l'occasion de participer à beaucoup d'événements de diffusion au grand public sur cette question-là, également d'intervenir dans le débat public, par exemple en étant auditionné à l'Assemblée nationale. Et donc pour moi, l'ICM, ça a vraiment une plateforme qui m'a permis de faire sortir ces thématiques et nos recherches du monde académique pour essayer de les porter en dehors et travailler notamment avec des acteurs associatifs institutionnels. Un autre enjeu aussi qui est intéressant à penser à partir des personnes migrantes LGBT+, c'est que c'est un exemple qui est assez heuristique en fait pour remettre en question les binarités des catégories migratoires, catégories administratives ou catégories de débat public qu'on entend souvent, notamment l'opposition réfugiés et migrants économiques. Pour donner un exemple, en réalité, les persécutions LGBT-phobes, au-delà des persécutions les plus intenses, qui sont notamment des persécutions étatiques, donc enfermement, etc., c'est aussi des persécutions en fait, qui déclassent matériellement. C'est-à-dire que la stigmatisation sociale, elle fait que les personnes n'arrivent pas à trouver d'emploi, doivent souvent déménager, subissent du chantage économique. En fait, on les fait chanter pour ne pas dévoiler leur orientation sexuelle en échange d'argent. Elles n'ont aucun soutien, souvent elles ont un fort isolement social, donc elles n'ont pas de soutien familial qui pourrait donner de l'argent.
Donc concrètement, ça mène à des situations, en fait, la persécution, elle déclasse matériellement. Et plusieurs personnes enquêtées que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles se sont dit qu'il fallait qu'elles partent à partir du moment en fait, où c'était plus viable économiquement. En fait. C'est-à-dire que le déclassement matériel était tellement fort qu'elles n'avaient pas de raison d'avenir dans ce pays. Et du coup, c'est assez intéressant ces situations-là parce que ça interroge sur est-ce que c'est des migrants économiques ou est-ce que c'est des réfugiés. Et surtout, ça interroge sur le fait que derrière des personnes qu'on catégorise comme migrants économiques, il y a potentiellement des personnes LGBT+, persécutées qui ont quitté leur pays pour cette raison-là, mais qui n'ont pas eu recours à une demande d'asile en France pour plein de raisons. C'est pas du tout évident de demander l'asile et c'est pas du tout évident de faire une procédure de demande d'asile sur ce motif-là en particulier. Donc ça brouille totalement les catégories migratoires. Un autre exemple est les étudiants. Il y a beaucoup de jeunes personnes LGBT+, qui essaient de quitter leur pays, mais qui vont en fait essayer de le faire en demandant un visa pour aller faire des études en Europe. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ça permet de partir de façon légale et formelle pour arriver dans le pays. Et ça permet aussi potentiellement de ne pas dévoiler à la famille, à l'entourage proche, la vraie raison du départ. Et donc en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui en réalité, donc on peut mettre dans la catégorie étudiants étrangers, qui en réalité sont des LGBT+, qui ont essayé de fuir leur pays et qui ont essayé de trouver une raison, enfin un moyen d'arriver en Europe. Et donc ça brûle complètement les catégories migratoires quand on regarde plutôt depuis les expériences des trajectoires migratoires des personnes concernées, comment elles se saisissent des catégories qui existent, dans la limite d'ailleurs du possible, parce que c'est pas possible, par exemple, parfois, d'avoir un visa étudiant, c'est très sélectif, donc ça rejoint ensuite d'autres inégalités sociales, donc qui est capable de partir ou pas. Donc pour la suite, en termes de thématiques de recherche, il y a plusieurs directions moi, qui m'intéressent, toujours avec l'idée de continuer à déconstruire c'est un peu ces binarités nord-sud sur les questions de genre, de sexualité. Un premier projet, ça pourrait être d'interroger que deviennent les réfugiés LGBT+ en France, c'est-à-dire une fois que ces personnes ont l'asile, bah, qu'est-ce qui leur arrive? Parce qu'en fait, il y a très peu de personnes qui travaillent sur le devenir des personnes une fois qu'elles ont l'asile. Et un des enjeux, moi, qui m'intéresse, ce serait en fait de comparer ces groupes-là avec des personnes LGBT+ françaises, des jeunes LGBT+ qui ont été mis à la rue par leurs parents, enfin qui ont été exclus du foyer familial et qui ont connu des fortes situations de précarité matérielle et également d'isolement social, en ayant une hypothèse qui est en fait de fortes continuités d'expérience entre ces deux groupes, ce qui permet de nourrir un peu des approches théoriques sur les besoins de parfois démigrantiser, c'est-à-dire pas partir du principe que c'est parce que les personnes sont migrantes que ça explique plein d'éléments de leur vie. En fait, je pense que des personnes en France qui ont subi des grosses formes d'homophobie sont en fait dans des situations de précarité matérielle très similaires et qu'il y a un intérêt en fait à essayer de voir des points communs, enfin en tout cas interroger les points communs et pas singulariser les personnes réfugiées a priori sur ces questions-là. Et un autre enjeu serait plutôt un peu pour changer le regard géographique, serait plutôt d'arrêter de travailler sur les questions de sud-nord, mais plutôt de travailler les questions nord-sud. Ici, avec plusieurs questionnements, un enjeu serait notamment de travailler sur, moi qui m'intéresse, sur les interventions de plus en plus importantes des pays des Nord, que ce soit des acteurs institutionnels, notamment dans des relations diplomatiques, des acteurs des organisations internationales, mais aussi de la philanthropie, des ONG, qui investissent les questions LGBT+, et qui vont financer des projets sur ces questions-là dans les pays du Sud, alors que ces interventions-là créent de grosses tensions géopolitiques autour de ces questions, et que ça peut aussi créer un peu des formes d'inégalité sociale, que ça pose question quels sont les projets financés, comment expliquer qu'un pays, une ambassade d'un pays de la France par exemple, ou les Pays-Bas, pourquoi ils vont intervenir sur ces questions dans tel pays, mais pas dans d'autres, mais pas dans un autre pays, comment ils choisissent les thématiques qu'ils financent. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question ici à voir sur ces circulations nord-sud qui émergent. Et puis là aussi, il y a des fortes questions d'actualité qui peuvent aussi emmener des questions sur des migrations de personnes LGBT+, depuis des pays des Nord, avec le cas des États-Unis. Notamment, il y a en fait récemment, depuis l'élection de Trump, des personnes qui commencent déjà à partir des États-Unis parce qu'elles sont LGBT+, des personnes qui vont au Canada. Et là, on a même commencé à recevoir en France, en tout cas, je sais, l'ARDIS a reçu des personnes qui ont introduit une demande d'asile en tant que personnes trans persécutées aux États-Unis. Et là, ça va poser beaucoup de questions sur comment cette demande va être reçue et qu'est-ce que ça dit de cet ordre sexuel du monde quand des personnes LGBT+, deux pays des Nord, commencent à demander l'asile sur ce motif. Il y a également un autre enjeu qui m'intéresse et que j'aimerais également développer, c'est toute la question du lien entre, de façon plus générale, entre l'expérience minoritaire et les questions spatiales. Donc, comment être une minorité, ça a des répercussions dans le rapport à l'espace des personnes,
que ce soit en termes de contraintes subies, mais aussi parfois de résistance, de stratégie, comment spatialement on peut négocier l'espace public, par exemple, la grande ville, comme j'en ai parlé, mais aussi également le penser à des échelles transnationales, comment on gère notamment avec les réseaux sociaux, les relations à distance qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui peuvent nous stigmatiser ou au contraire qui peuvent fournir des ressources. Il y a toutes ces questions de... on peut penser la géographie de l'expérience minoritaire, mais depuis le point de vue des individus. Genre comment c'est vécu dans leur quotidien, comment ils peuvent adapter ça aux espaces qu'ils fréquentent, comment ça peut impacter leur mobilité, le type d'espace dans lequel ils se projettent, au contraire les espaces qu'ils évitent, là où ils trouvent des ressources, ou au contraire là où ils voient que certains lieux sont plutôt contraignants en lien avec la position minoritaire.